Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble où en est la Russie en ce début 2020. Bonjour Alexandre. Bonjour Diana. Alors, comment se porte la Russie en ce début 2020? Je me souviens, on a fait une vidéo similaire l'année dernière. Tout à fait. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que les prévisions que nous avions faites sont avérées assez justes. Début 2019, on avait une croissance ralentie à l'époque de votre première vidéo à ce sujet. La croissance après s'est accélérée sur la seconde partie de l'année, donc c'est le troisième et quatrième trimestre, donc le deuxième semestre en fait. Et au total, la croissance russe sur l'année 2019 a été de 1,3%. C'est trop faible, malheureusement. Elle était de plus de 2% en 2018, donc la croissance a été vraiment trop faible l'année dernière, mais elle s'est accélérée sur la fin de l'année. Donc l'important en fait, c'est de savoir est-ce que ça va continuer à s'accélérer cette année ou est-ce que ça va rediminuer. On va voir dans cette vidéo que il y a des indicateurs qui laissent penser que la croissance devrait s'accélérer cette année. On fera une vidéo en 2021 pour voir si on s'est pas trompé sur nos prévisions. La chose importante à voir, c'est que même si la croissance a été de 1,3%, la croissance industrielle, elle a été de 2,4%, donc elle a été plus forte que prévu. Même si elle est tirée par l'énergie, ça c'est plutôt un bon indicateur. Et la chose vraiment fondamentale, peut-être, c'est que on avait expliqué en 2019 qu'il y avait un début de découplage entre la séparation d'influence entre le cours de la monnaie et le prix du baril de pétrole, puisque historiquement la Russie a toujours eu une monnaie qui était liée au pétrole. Et ça est en train de se confirmer sur 2019, ça s'est accéléré puisqu'on avait on a un rouble qui s'est renforcé, il s'est renforcé de près de 10% entre janvier 2019 et janvier 2020, puisque le rouble était à 77, l'euro était à 77 roubles en janvier 2019 et maintenant on est à 69, 70, 68 même ce matin. Donc le rouble sur 12 mois s'est renforcé, mais dans le même temps le baril lui a baissé, on avait un baril à 68 dollars en janvier 2019, et là on est passé sur janvier 2020, on a un baril à 57, 58, donc on a le rouble qui se renforce et le pétrole qui baisse, donc ça c'est vraiment la confirmation de ce qu'on avait annoncé, c'est que c'est en train de se découpler, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque la monnaie commence à flotter, est en train de trouver plausiblement son seuil de flottaison, qui est une monnaie faible, mais au moins elle est stabilisée, et puis la chose importante, c'est que, surtout peut-être, c'est que les caisses de l'État sont pleines. Ça, c'est vraiment la grande surprise en fait de la 6e année de sanctions, c'est que les sanctions visaient quand même à assécher l'économie russe et les caisses de l'État. Et au contraire de toutes les prédictions, malgré un rouble qui a dévissé, et malgré un pétrole qui a baissé, les caisses de l'État sont remplies. En fait, la gestion de la Banque centrale a été efficace là-dessus, puisque on avait historiquement des réserves internationales russes qui avaient plafonné à près de 600 milliards de dollars en 2008. Puis après, il y a eu la crise de 2009, après il y a eu la crise de 2013, 14, 15, et l'État a pioché dedans pour maintenir en fait les grosses sociétés d'État, maintenir les salaires des fonctionnaires, etc. Donc, ils ont pioché dans les réserves. Et on était tombé à 340 ou 350 milliards de dollars de réserves de change, donc presque 50% de réserves en moins en mi-2015. Pendant les années de sanctions de 2016, 17, 18, 19, les réserves de change sont malgré tout remontées à peu près 475 milliards de dollars en début 2019. Et là, c'est historique, on est à 560 milliards de dollars. Donc l'État remplit en fait les caisses et commence à mettre de côté sur un fonds national pour financer les grands projets. On va parler de ces grands projets tout à l'heure, mais voilà, ça c'est l'indicateur clé, c'est que les caisses de l'État sont pleines, donc ça c'est un indicateur assez fondamental. Et évidemment, la grande nouvelle dont on a parlé en Russie, c'est qu'un nouveau gouvernement. On est sorti de la période du tandem Poutine-Medvedev en fait. Il y a un nouveau Premier ministre qui était relativement un inconnu à l'étranger. C'était le patron en fait du service des taxes et des impôts, Mikhail Mishustin. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il n'y avait pas de page Wikipédia en anglais avant d'être élu, donc c'est quand même assez incroyable, c'est que personne n'avait prévu que ça allait être lui. C'est encore une surprise de la science du kremlinologie qui reste très compliquée à prévoir. C'est un homme jeune, dans les faits d'armes en Russie, il a en fait totalement digitalisé le service fédéral des impôts et des taxes, donc en fait pour les entrepreneurs et les entreprises, il a transformer la situation de façon à ce que les impôts ne soient plus un problème pour les entreprises, c'est-à-dire que c'est lisible, transparent et payable, et ça c'est assez incroyable en Russie. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui est assez plutôt conservateur, social, libéral, modéré, on va dire, et quelqu'un qui est très orienté sur les nouvelles technologies, donc
blockchain, intelligence artificielle. Donc c'est un esprit qui est orienté sur ces technologies-là. Et ça va de pair avec le travail de digitalisation qui va commencer à se généraliser. Voilà, donc on a aujourd'hui un gouvernement russe avec pas mal de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui ont 40, 45 ans, donc c'est des nouvelles têtes. C'est tous les gens qui avaient été envoyés, c'est beaucoup de gens qui avaient été envoyés en province prendre des régions, gérer des régions et tenter de les redresser parce que la situation était pas terrible en région, qui sont dans le gouvernement. Donc on va voir si cette vague de jeunisme continue. Aujourd'hui, il y a plus que 3 figures, on va dire, anciennes. Hormis le président, évidemment, Vladimir Poutine, il y a le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est bon, un peu pilier. Il y a le ministre de la Défense, qui est Sergei Shoigu, et il y a Sulianov qui reste du gouvernement Medvedev, en fait. Donc, hormis ces 3 figures-là, c'est beaucoup de nouvelles têtes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'était plutôt une surprise. Et puis le gouvernement russe, pour faire face à on va dire à la situation économique ralentie que connaît la Russie depuis quelques années, la baisse du pouvoir d'achat des Russes, va entamer des grands projets nationaux. Donc voilà, ça c'est vraiment la grande nouvelle, c'est ces grands projets nationaux en fait. Alexandre, et hormis les projets nationaux, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, il y a une autre nouveauté, c'est que la constitution russe va être amendée, elle va être touchée. Donc, aujourd'hui, il y a un groupe de travail autour du président qui propose en fait des amendements à la constitution. Il y en a plus de 500 aujourd'hui. Donc, évidemment, les 500 ne vont pas être appliqués. Mais voilà, la constitution va être touchée. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui est plus ou moins public et qui va être réalisé, c'est une remodification des institutions. Donc, le régime va être un petit peu déprésidentialisé pour donner plus de force à l'Assemblée, à la Douma. Donc, il y a des institutions qui vont être renforcées. Donc, il y a une sorte de rééquilibrage des pouvoirs entre plusieurs institutions qui vont être un petit peu à même niveau, qui vont pouvoir se contrebalancer. Il y a la création de nouveaux statuts régionaux, de nouvelles entités territoriales qui vont être en province, mais sous le contrôle de Moscou et non plus sous le contrôle des autorités locales. Ça, c'est sans doute pour essayer d'impulser des dynamiques en région qui n'arrivent pas par la région. Ça, c'est toujours le problème du centre de piloter les zones périphériques lointaines où les lois sont pas appliquées, bien sûr. C'est historique en Russie. On a d'autres nouveautés. Par exemple, il y a une loi vraiment sévère et stricte qui va être votée, enfin, dans la Constitution, un amendement qui va être passé que les futurs présidents et ministres russes ne pourront pas avoir vécu moins de 25 ans en Russie et ne devront pas être titulaires d'une double nationalité ou alors avoir été titulaire d'un permis de séjour ou de résidence d'un pays étranger. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les enfants de l'élite russe aujourd'hui, qui sont tous à l'étranger, n'auront pas le pouvoir en Russie, parce que ça sera interdit. Donc tous les enfants en fait des ministres russes qui sont tous étudiés à Londres, à New York, à Paris, etc., n'auront pas le droit en fait, selon la Constitution, de jouer un rôle politique dans l'avenir de la Russie. Donc ça, c'est vraiment une mesure assez surprenante qui est votée. Et après, il y a une tendance assez surprenante à la resocialisation de la société, c'est-à-dire qu'en fait, comme sous l'Union soviétique, la Constitution va comporter désormais des obligations pour les entreprises, des obligations sociales, morales de l'État et des entreprises, notamment la hausse des salaires va être obligatoire. Aujourd'hui, ça concerne les fonctionnaires, mais demain, ça concernera en fait toutes les entreprises, même privées. Elles vont être contraintes je crois, d'ajuster les salaires et peut-être même 2 fois dans l'année avec un plafond, mais c'est pas encore totalement défini. Et puis une autre mesure, c'est que elle était attendue par beaucoup de gens à l'étranger, c'est que voilà, la Russie va être un des premiers pays à consacrer le fait que le mariage, ça concerne une femme et un homme, même si une famille peut être évidemment avec un parent. Voilà, donc ça c'est la grande mesure qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui dans la presse française. Mais voilà, on reviendra sur ce sera voté, on fera une courte vidéo sur la nouvelle constitution russe, à quoi elle va ressembler et quels sont les changements. Alexandre, et tu mentionnais aussi les projets nationaux. De quoi s'agit-il? Alors, oui, ça c'est un gros chantier. En fait, en 2005, ça remonte, en 2005, il y avait des projets stratégiques d'État qui étaient censés être réalisés, qui étaient censés concerner surtout les infrastructures, etc., pour booster l'économie du pays et relancer sur la production intérieure, en fait, des grands projets. On va dire qu'ils n'ont pas été réalisés, puisque en 2008-2009, la crise, 3 ans plus tard, la crise était assez dure en Russie. Et qu'après la Russie est rentrée dans la période des sanctions, l'Ukraine, etc. Bon, tout ça est passé pas au second plan, mais bon, les obligations étaient ce qu'elles étaient pour le gouvernement russe, et le contexte international et local avait changé, la monnaie a dévissé, donc tout a été complètement modifié. Aujourd'hui, qu'on est dans une stabilité de sanctions,
et que la monnaie s'est stabilisée, en fait, qu'il y a un nouveau gouvernement, l'impulse, c'est en fait pour le gouvernement d'initier sur la période 2020-2024 le lancement de gigantesques chantiers intérieurs qui vont être financés par l'État, par les entreprises, etc. et qui sont censés relancer du travail intérieur, de créer de l'emploi, relancer de la production intérieure, de la consommation. Donc c'est un très grand changement puisque si la Russie espérait relancer la croissance par de l'investissement extérieur jusqu'à présent, on va dire qu'aujourd'hui on est sur un changement de modèle et que globalement la Russie compte sur la relance intérieure pour redresser l'économie et recréer du pouvoir d'achat. Il y a deux volets principaux, c'est les grands projets nationaux d'infrastructure et un volet démographique. Donc, de quoi s'agit-il exactement? On va dire qu'il y a des lots en fait qui ont été fixés par l'industrie. Par exemple, il y a un immense lot qui concerne les infrastructures dites magistrales. Donc ça veut dire il y a des projets de routes, il y a les grandes routes transfédérales, puisque maintenant on va avoir des axes qui vont jusqu'à Kazan et puis à terme une autoroute jusqu'à la Chine. Il y a le développement de ports sur la route du Nord avec la construction de brise-glaces pour permettre l'établissement d'une grande route commerciale au Nord. L'avantage c'est qu'avec la fonte des glaces, les bateaux chinois vont passer par le Nord pour aller en Europe et plus par le Sud parce que c'est plus long, c'est plus cher et il y a les pirates, que donc la route du Nord elle est totalement sécurisée évidemment. Il y a le relancement de voies ferrées, de canaux, des objectifs d'augmenter le transport de fret par 8 sur 4 ans, d'augmenter les 50% la capacité de transport container du pays, d'améliorer les indices de performance logistique, d'augmenter les vols domestiques de plus de 35% pour monter de 100 à 140 millions de passagers. Si cet objectif devait être atteint, c'est pas certain évidemment, la Russie dépasserait l'Allemagne et le Japon et arriverait au niveau d'Angleterre. Et surtout développer les vols intervilles hors Moscou parce que pour pas saturer les aéroports et augmenter et avoir des connexions entre villes sans que ça passe toujours par le centre et par Moscou. Voilà, donc il y a évidemment des infrastructures énergétiques, il y a des grands projets dans le Nord et l'Arctique avec la construction du plus gros brise-glace au monde. Il y a des bouquets d'oléoducs et de gazoducs, une centrale nucléaire géante en Chukotka. Voilà, donc ça c'est des immenses projets, on va dire magistraux fédéraux. Et il y a voilà, il y a un immense lot de démographie. La démographie, c'est le gros problème de la Russie. On va bientôt faire une vidéo à ce sujet pour expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'est que malheureusement, les femmes russes font pas assez d'enfants et que la baisse du pouvoir d'achat des dernières années n'a pas incité les femmes russes à faire plus d'enfants. Donc il y avait un problème un mat capital qui était des subventions à partir du deuxième enfant après qu'il ait 3 ans. Ça marche très bien. À titre personnel, je l'ai obtenu et donc ma femme, et donc c'est fonctionnel totalement, c'est assez facile à obtenir et les femmes peuvent utiliser l'argent uniquement pour des dépenses liées à l'éducation des enfants. Donc c'est qu'elles qui ont le droit de toucher les fonds et les dépenser, les attribuer. Mais voilà, malgré tout, maintenant il y a moins de par l'effet du creux démographique des années 90, il y a moins de femmes en âge de faire des enfants tout simplement, donc il y a moins d'enfants. Donc l'objectif du grand plan démographique qui est lancé, c'est de donner des subventions supplémentaires aux familles pauvres, aux familles qui ont des enfants en bas âge ou aux femmes célibataires. Donc le programme en gros c'est quoi? C'est que désormais le mat capital qui était attribué au second enfant, il va être donné au premier enfant. Donc c'est une somme de 6 820 €, c'est 466 000 roubles. Donc en parité pouvoir d'achat en France, ce serait l'équivalent de 13-14 000 € à peu près. Et une prime complémentaire de 150 000 roubles, donc de 2 200 € pour la naissance du second. Donc voilà, ça ferait 20 000 € pour les 2 enfants. En parité pouvoir d'achat, en Russie, on est à peu près à 10 000 €. Voilà, donc ça c'est ça. Il y a toujours pour le troisième enfant une autre facilité, c'est que les familles qui ont un troisième enfant vont se voir attribuer près de 450 000 roubles. Donc ça fait à peu près 6 500 € pour rembourser une hypothèque qu'elles auraient prise. Donc évidemment à Moscou, 450 000 roubles, ça peut sembler pas énorme, mais en province, ça fait quand même déjà de l'argent. Donc si on cumule l'ensemble, on est à près de 13 000 €. Donc en parité pouvoir d'achat, ça ferait qu'une famille qui a 3 enfants toucherait en France l'équivalent de 25-30 000 €. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis il y a des versements complémentaires mensuels lors des 6 premiers mois de la naissance du second et troisième enfant. Voilà, donc ça c'est un gros bouquet de mesures démographiques pour aider les familles inciter les familles à faire des enfants. Voilà. Ensuite, il y a dans la loi une obligation à venir pour les écoles de ne plus faire payer la nourriture aux jeunes enfants. Donc
À Moscou, par exemple, voilà, ça coûte 200 roubles le repas par jour. Donc sur l'année, ça fait quand même beaucoup. Voilà, et de donner des allocations complémentaires qui passeront à 11 000 roubles en 2021 pour les familles dont les revenus sont très faibles en fait. Voilà, donc c'est des programmes qui devraient concerner à peu près 1 300 000 familles en Russie. Et les familles qui ont des enfants handicapés vont voir leurs aides monter de 5 000 à 10 000 roubles par mois. Donc ça concerne les familles, à peu près 470 000 personnes à l'année. Donc voilà, donc ça va, c'est des mesures qui vont coûter énormément d'argent, mais elles sont destinées en fait à donner un peu plus de pouvoir d'achat à des familles pauvres ou des familles qui ont un premier, un deuxième enfant. Pour inciter en fait à faire plus d'enfants, le but c'est de remonter le nombre d'enfants en Russie tout simplement, parce que ce qu'on constate c'est que depuis 3 ans le nombre d'enfants recommence à diminuer au global. Il y a plus de troisième enfant et plus de quatrième enfant. Donc les familles qui ont déjà 2 enfants font plus un troisième et un quatrième. On a un peu moins de deuxième enfant, mais ça c'est normal. Mais par contre on a beaucoup moins de premier enfant. En fait le stress des jeunes familles c'est de faire le premier enfant, parce qu'elles n'en ont jamais fait, donc elles ne savent pas comment ça marche, mais surtout parce que le premier enfant coûte de l'argent en fait. On sait pas, non, on sait pas le niveau de dépenses, ça va attribuer, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Alors après, voilà, il y a d'autres blocs dans les projets nationaux, il y a la sécurité routière. Donc là, en fait, on va le voir dans les lois qui sont votées, il y a des nouvelles lois absolument terribles sur la circulation au volant, notamment sous effet d'alcool, avec des peines de prison fermes très très lourdes. Donc le but, c'est de réduire la mortalité sur la route par 3. Sur 5 ans, le nombre de morts baisse chaque année depuis 10 ans, mais voilà, il reste très élevé, on est encore à plus de 20 000 morts par an, et le but c'est de passer à 7 000 morts, donc c'est d'avoir un niveau équivalent à l'Allemagne à peu près. On verra si ça arrive, là il y a un grand changement de mentalité à faire. Il y a un budget santé, le but c'est de baisser la mortalité, évidemment il faut qu'il y ait plus d'enfants, mais il faut que la mortalité baisse, et donc il y a un projet de baisser de plus de 25% les décès par maladie cardiovasculaire qui concerne surtout les hommes qui boivent de l'alcool. C'est le gros problème de la Russie. La mortalité infantile l'a baissé de 25% pour qu'elle soit au niveau biélorusse, qui est un des taux les plus bas au monde, curieusement. Ce sera si ce résultat est atteint, ce sera plus bas que la France, l'Allemagne et l'Amérique. Et développer une production nationale d'équipements médicaux, ça c'est un projet assez ancien. Ça concerne aujourd'hui certains produits comme les lits médicalisés par exemple, mais là le but c'est de l'étendre à plusieurs, au maximum de la production d'équipements. Il y a un volet éducation qui va être multiplié par 4 le nombre de spécialistes de l'IT sur 4 ans et faire monter les universités russes du 17e au 10e rang mondial. Voilà, il y a un projet culture visant au développement des librairies et des bibliothèques du pays. Il y a un projet logement qui est très important. Celui-là, il est en cours actuellement, il a été lancé très vite, c'est de baisser le taux des hypothèques. Les hypothèques pour l'acquisition d'immobilier en Russie sont très élevées, les taux sont de 9, 10, 11, 12%, c'est énorme en fait, et ça asphyxie totalement les ménages, puisque le taux d'hypothèque est colossal, il est vraiment très élevé, donc le but c'est de les baisser à 7%, moins de 8%, c'est vraiment important, et surtout mettre en place en parallèle un programme pour rendre plus belles les villes et l'environnement urbain, parce que bon, même si les choses ont été faites dans les centres des villes en Russie, les quartiers dortoirs, les périphéries sont généralement assez verts, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire pour rendre les villes plus belles. Une partie science pour augmenter en fait tripler le nombre d'instituts scientifiques, doubler le nombre de revues scientifiques et augmenter le pourcentage de chercheurs en Russie et augmenter le nombre de publications d'articles dans les domaines scientifiques prioritaires. La Russie est aujourd'hui 12e mondiale et le but c'est de la faire passer à la 8e place mondiale. Il y a un énorme budget écologie très sérieusement qui a été voté. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'écologie, puisqu'évidemment en Russie on part de zéro et tout est à faire. Voilà, il y a un dossier économie numérique et digitale pour augmenter les dépenses informatiques de 1,7 à 5% du PIB, augmenter l'internet à haut débit pour que l'accès soit plus dans 75 mais 90% des foyers, donc c'est-à-dire au niveau scandinave. Assurer l'accès à haut débit à tous les objets d'infrastructure importants, c'est les hôpitaux, les cliniques, les écoles, etc. Généraliser la 5G dans toutes les villes d'1 million d'habitants, alors ça va se faire en collaboration avec la Chine de toute évidence, et surtout lancer un internet gratuit en fait pour les citoyens dès ils auront volonté de se connecter à des services publics. Donc la Russie sera un des premiers pays, je pense, à faire ça. Et surtout, là, c'est vraiment, vraiment fondamental, c'est faire en sorte que la Russie passe de 1 à 5% de part du marché mondial dans les technologies du cloud, puisque c'est ce qui se développe le plus. Et donc là, effectivement, il y a énormément à faire.
Business, évidemment, augmenter la part des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises de 22 à 30% du PIB. En France, on est à 60 à peu près, en Allemagne 70, je pense. Donc, évidemment, il y a un déficit de petits entrepreneurs en Russie. Et la clé de la création d'emplois à venir, c'est qu'il y ait plein de petites entreprises qui embauchent plein de gens. Donc, c'est comme ça que le tissu économique sera stabilisé et moins dépendant des grosses entreprises d'État, en fait. Voilà, donc également accroître l'accès au crédit pour les PME, créer des centres d'entrepreneuriat pour apprendre à entreprendre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans. Également, augmenter la productivité, c'est un vrai problème en Russie, on en avait parlé avec Diana dans une de nos vidéos, c'est éduquer le capital humain pour augmenter la productivité qui est vraiment trop faible. Subventionner l'export de production nationale, notamment les machines-outils, la production chimique, métallurgique, pharmaceutique, l'agriculture, la production de bois. Donc il y a vraiment des énormes projets. Alors tout sera paralysé évidemment, c'est des chantiers absolument colossaux. Et si la Russie arrive à faire ça, alors ce sera nos miracles. Mais on va dire que voilà, ça va être des inputs énormes pour l'économie et surtout ça va être plausiblement des facteurs de relance de croissance en fait. Alexandre, et je vais te reposer une question que je t'ai posée l'année dernière. Y a-t-il raison d'être optimiste sur l'avenir proche de la Russie? Prévoir l'avenir d'un pays dont le Premier ministre n'a pas de page Wikipédia en anglais, c'est quand même compliqué. Donc, prévenir l'avenir de la Russie reste compliqué. Mais oui, si on compare à 2019 ou 2020, effectivement, ce qui est certain, c'est que ça fait maintenant, c'est la 6e année au cours de laquelle la consommation, le pouvoir d'achat des Russes en moyenne baisse à cause de la baisse du pétrole, à cause de la baisse de la monnaie, à cause de l'inflation, etc. Donc, évidemment, il y a une hausse des salaires en Russie en général. Les salaires sont remontés, ils restent trop faibles par rapport au niveau de l'économie. Mais les salaires remontent. Mais la hausse des salaires, elle touche surtout les gens qui travaillent dans les grandes villes. Parce qu'il y a un effet de dynamique économique normal qui se procure. Et évidemment, la majorité de la population russe ne vit pas dans les grandes villes, elle vit dans les petites villes. Donc eux, ils ne sont pas concernés par tout ça. Et c'est eux qui souffrent en fait. C'est eux qui ont moins de pouvoir d'achat parce que c'est eux qui sont en souffrance. Donc les mesures, on va dire, démographiques, sociales qui ont été prises, elles visent d'abord ces gens-là. Donc évidemment, ça va redonner un petit peu d'oxygène à ces gens. Pas beaucoup, mais un petit peu sans doute. Et puis surtout, ça devrait inciter les gens à faire des enfants, puisque c'est quand même la clé, c'est ça, c'est les enfants. Sans enfants, il n'y a pas d'avenir. Donc, ce qui est sûr, c'est que ces mesures, elles vont plutôt avoir un effet plutôt positif, même s'il est faible, que négatif. Donc, c'est plutôt du plus. Après, les projets nationaux, il faut les financer. Ça, c'est une grande question en cours. Et il faut les réaliser. Donc, c'est certain que ces projets-là, s'ils vont se réaliser, ils vont entraîner des dynamiques extrêmement positives. Et sur les 2-3 prochaines années, ils vont influer sur la croissance plutôt en plus qu'en moins. Sauf évidemment force majeure, événements extérieurs imprévisibles, etc. Donc, de toute évidence, on devrait remonter sur les taux de croissance qui se rapprochent de 2%, voire un peu plus, en 2020, 2021 et peut-être 2022, par l'effet de l'initiation des projets nationaux. Donc, il y a plutôt raison à être de façon prudente, optimiste que pessimiste, mais il y a des bonnes raisons d'être optimiste. Et surtout, je le répète, pour les entreprises étrangères, par exemple françaises, au hasard, il y a surtout matière maintenant à se projeter en Russie parce que tous ces projets nationaux ne seront pas réalisés par du russo-russe ou par du Made in Russia. Il y a énormément de compétences, savoir-faire, technologiques qui n'existent pas en Russie. Et elles vont devoir être implémentées, importées de l'extérieur, de l'étranger. Et donc, il faut que les entreprises étrangères et françaises se projettent dans ces projets-là pour y participer et pour pouvoir prendre des parts de marché en fait sur le marché russe. Donc voilà, on va dire qu'on est à Tsal, on est résolument optimiste pour les années 2020, 2021, 2022. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Diana. La vidéo qui prévoyait les événements à venir sur l'année 2019 se trouvera pour mémoire dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, mettre vos réflexions, commentaires ou prévisions sur la situation de la Russie. Et quant à moi, je vous dis au revoir.